On se lance aujourd'hui avec un véritable casse-tête. Le marché locatif à Montréal. On le décrivait il y a à peine un an comme une jungle. Tout le monde se battait pour le même appartement. Oui, c'était la folie. Et là, soudainement, le marché semble respirer. On voit plus de pancartes à louer, et pourtant, exactement au même moment, les loyers explosent. Vraiment à un rythme jamais vu. Comment c'est possible? Plus de choix, mais devoir payer beaucoup, beaucoup plus cher. C'est la question, la grande question. Et la réponse, elle n'est pas simple. Ce qu'on observe, en fait, c'est pas vraiment une contradiction. C'est plus le symptôme d'un marché qui est en train de changer de nature sous nos yeux. Alors, pour y voir plus clair, aujourd'hui, on va plonger dans le tout dernier rapport sur le marché locatif de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, pour 2025. Notre mission, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces chiffres qui semblent se contredire. Exactement. Ce rapport, il ne montre pas un retour à la normale, mais plutôt un basculement. On est passé, disons, d'une crise de rareté, une crise de quantité, à une crise d'accessibilité, une crise de coût. Ah, je vois. Les logements sont là, mais se loger coûte de plus en plus cher. Et ça fait mal. Bon, allons-y avec les données brutes. Les chiffres officiels pour la grande région de Montréal. Le premier chiffre qui a fait sourciller tout le monde, le taux d'inoccupation est remonté à 2,9%. Oui, 2,9%. On n'est plus très loin du fameux seuil des 3%, celui qu'on considère comme un marché équilibré. C'est un bond énorme. Vraiment, ça a surpris même les analystes. La tendance des dernières années, c'était une tension de plus en plus forte. On s'attendait à ce que ça continue, peut-être plus lentement, mais pas une détente aussi nette. Ça change la donne, oui. Complètement. Ensuite, le loyer moyen pour un 4,5, donc un 2 chambres. Il est maintenant à 1 346 $. Mais voici le chiffre qui cogne. Une hausse annuelle moyenne des loyers de 7,2%. C'est ça. Voilà le cœur du paradoxe. Normalement, ces deux chiffres-là ne devraient pas exister dans la même phrase. Un taux d'inoccupation qui monte, ça veut dire moins de compétition. Logiquement, ça devrait calmer les prix. Ça devrait freiner les augmentations, oui. Voir les deux grimper en même temps et de façon aussi spectaculaire, c'est très inhabituel. Ça nous force à creuser plus loin que la simple loi de l'offre et la demande. C'est un peu comme si le prix de l'essence augmentait au moment où on découvre plein de pétrole. Ça défie la logique. Et dans ce portrait, est-ce que le marché des condos en location suit la même tendance étrange? Le marché du condo, c'est un peu un monde à part. Il reste beaucoup plus tendu. Son taux d'inoccupation est plus bas, à 2,1%, et surtout, le prix, ce n'est pas le même. Non. Pour un 2 chambres en condo, on parle d'un loyer moyen de 1 826 $. Waouh. Le rapport souligne que c'est une prime de plus de 35% par rapport à un appartement traditionnel. Cet écart, il est tellement immense qu'il agit comme une barrière. Beaucoup de gens restent dans le parc locatif plus ancien, ce qui maintient la pression sur les logements, disons, plus abordables. D'accord. Alors, attaquons la première partie de l'énigme. Pourquoi est-ce qu'il y a soudainement plus d'appartements vides? Est-ce qu'on a trop construit ou est-ce qu'il y a moins de gens qui cherchent? C'est une excellente question et la réponse c'est un peu des deux. Le rapport de la SCHL pointe clairement vers deux grands mouvements qui sont arrivés en même temps. Le premier, c'est un coup de frein du côté de la demande. Un coup de frein, c'est-à-dire? On a observé un recul net de la demande démographique, surtout dans des secteurs qui étaient surchauffés, là. Le centre-ville, Notre-Dame-de-Grâce. Ok. Et la cause, elle est très ciblée. Une baisse importante du nombre de résidents non permanents. Moins d'étudiants internationaux, une arrivée plus faible de travailleurs temporaires. Et ça, c'est directement lié aux nouvelles politiques. Directement. C'est lié aux politiques fédérales et provinciales pour limiter l'immigration temporaire. C'est fascinant de voir à quel point une décision politique à Ottawa ou à Québec peut avoir un effet aussi rapide sur le nombre de pancartes allouées à Montréal. Absolument. Parce que l'offre immobilière, la construction, ça a une inertie énorme. Ça se planifie des années d'avance. Bien sûr. Mais la demande, surtout celle qui dépend de l'immigration temporaire, elle peut pivoter très, très vite. En quelques mois, un changement de politique peut retirer des milliers de demandeurs potentiels du marché. Donc, moins de gens qui cherchent, c'est la première moitié de l'explication. J'imagine que ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, du côté de l'offre? C'est là que le deuxième grand mouvement entre en jeu. On récolte maintenant les fruits des années de construction frénétique. Le rapport utilise même l'expression que le marché est inondé d'unités neuves.
Inondé, carrément. Oui, un volume très important de projets lancés il y a 2, 3 ans, en pleine pénurie, a été livré en 2025, surtout sur l'île et la Rive-Fried. Donc, si je comprends bien, c'est un problème de timing parfait. Ou exécrable, ça dépend du point de vue. C'est la définition classique d'un cycle immobilier. C'est comme si on avait commandé une quantité industrielle de pizza au moment où tout le monde mourait de faim. Le temps que les pizzas arrivent, l'appétit de plusieurs a diminué. Et on se retrouve avec des boîtes qui s'empilent. Voilà. Ce décalage temporel entre la décision de construire et la livraison qui arrive au moment précis où la demande ralentit. C'est ça la clé pour comprendre pourquoi le taux d'inoccupation a grimpé si soudainement. Attendez une seconde. Plus d'appartements, moins de gens qui cherchent. Ça devrait être la recette parfaite pour que les prix se calment, non? Or, cette hausse record de 7,2%, ça ne colle toujours pas. Comment on réconcilie les deux? Parce que le moteur qui fait monter les prix a complètement changé en 2025. Avant, la hausse était principalement tirée par ce qu'on appelle les loyers au roulement. Juste pour être sûr, un loyer au roulement, c'est bien la différence de prix entre le locataire qui part et celui qui arrive? Exactement. Si l'ancien payait 1 100 $, dans le marché de pénurie des dernières années, le propriétaire pouvait facilement demander 1 400 $, 1 500 $ au nouveau. C'est ce saut qui tirait toute la moyenne vers le haut. Mais en 2025, le rapport montre que ce n'est plus le principal moteur. Ah bon? Non. La hausse provient maintenant surtout des baux qui sont renouvelés. Autrement dit, ce sont les locataires qui restent en place qui subissent les plus fortes augmentations. C'est complètement contre-intuitif. La raison pour laquelle mon loyer augmente, c'est à cause des gens qui ne déménagent pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les propriétaires à augmenter autant les loyers de leurs locataires actuels? L'analyse identifie 2 raisons majeures. La première, on pourrait l'appeler l'effet Tal. Le tribunal administratif du logement. Ouais. Le TAL a publié une recommandation d'ajustement de base record cette année à 5,9% à cause de l'inflation. Mais en même temps, les propriétaires de leur côté sont étranglés. Leurs propres coûts ont explosé. Les assurances, les taxes et surtout les taux d'intérêt. Donc le propriétaire d'un triplex voit son paiement hypothécaire bondir, ses taxes augmenter, son assurance, il doit trouver cet argent quelque part. Précisément. La pression financière ne vient plus de la compétition entre locataires, mais des coûts d'opération de l'immeuble lui-même. Pour beaucoup de propriétaires, ce n'est même plus une question de profit, c'est de joindre les deux bouts. Alors, ils transfèrent cette pression sur les locataires en place. Le marché est moins dicté par la demande que par les coûts. D'accord, ça explique la pression du côté des propriétaires. Mais quelle est la deuxième raison? Pourquoi les locataires acceptent ces hausses? C'est la deuxième grande explication. C'est un facteur comportemental que le rapport nomme la stagnation des locataires. Avec l'incertitude économique, la peur de l'inflation, un taux de chômage qui remonte un peu, les gens sont devenus beaucoup plus frileux. Ils préfèrent ne pas bouger? Le taux de rotation des locataires a chuté, oui. Imaginons un locataire qui reçoit une hausse de 8%. Il regarde dehors, il voit plus de pancartes à louer qu'avant. Il se dit « Parfait, je vais aller voir ailleurs ». Quel choc l'attend quand il commence à magasiner? Un choc énorme, parce que même s'il y a plus de choix, les loyers affichés pour les logements vacants restent très élevés. Alors ce locataire fait le calcul. Absorber 120 $ de plus par mois, c'est difficile, mais déménager pour trouver un logement qui coûtera peut-être encore plus cher, en plus de payer le déménagement, le stress... Finalement, il soupire et il signe le renouvellement. C'est ça, la stabilité, même plus chère, est perçue comme plus sûre. Le risque a donc changé de camp. Avant, le risque était de ne rien trouver. Maintenant, pour beaucoup, le risque, c'est de bouger. C'est exactement ça, le statu quo, même s'il est douloureux pour le portefeuille, est devenu le moindre de deux mots. Ce qui nous amène à la question la plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Montréalais? Ce fameux 2,9% qui sonne comme une bonne nouvelle, qu'est-ce que ça change vraiment? En réalité, pas grand-chose pour la majorité des gens, parce que cette détente est une illusion statistique. L'analyse décrit un marché à 2 vitesses très, très distinctes. C'est presque comme si on parlait de 2 marchés locatifs différents qui coexistent dans la même ville. Un marché à 2 vitesses? D'un côté, on a ce que le rapport appelle le luxe en solde, toutes ces unités neuves qui ont inondé le marché, souvent des petits appartements dans des grandes tours, Oui. qui sont chers et elles peinent à trouver preneur.
Les propriétaires de ces immeubles doivent se battre pour attirer des locataires. Ils offrent 1 mois gratuit, 2 mois gratuits, des cartes cadeaux. C'est comme si les concessionnaires auto étaient pleins de VUS de luxe invendus avec des rabais, alors que les gens qui cherchent une compacte d'occasion n'en trouvent aucune. C'est la parfaite analogie. Le rapport est très clair là-dessus, le taux d'inoccupation global de 2,9% est artificiellement gonflé par ces unités dispendieuses qui restent vides. Ça donne une fausse impression. Tout à fait. Et de l'autre côté de la fraction, quelle est l'autre vitesse? L'autre côté, c'est l'abordable introuvable. Pour la classe moyenne, pour les familles, les ménages à plus faible revenu, la crise est aussi intense qu'avant. Le stock de logements qu'ils peuvent se permettre, lui, il ne se libère pas. Les gens qui habitent dans un 5,5 à 1 300 $ dans Villeray, ils n'ont aucune raison de déménager. Ils savent qu'ils ne trouveront rien d'équivalent. Surtout pas au même prix. Donc, cette nouvelle disponibilité dans le haut de gamme ne les aide absolument pas. Et ça soulève une question fondamentale sur ce qu'on a construit. On a bâti, oui, mais a-t-on bâti ce dont la majorité des gens ont besoin? Des logements pour des familles, à des prix que des revenus moyens peuvent se permettre. La conclusion de la SCHL, elle est sans appel. La disponibilité globale augmente, mais l'accessibilité réelle, elle diminue. Donc, pour résumer, le marché montréalais en 2025, c'est un marché en pleine correction. L'offre physique, le béton, a rattrapé une partie de son retard. Mais seulement dans un segment du marché. Pendant que l'offre financière, le prix, continue de s'éloigner de la capacité de payer des gens. On est passé d'une crise de quantité à une crise de coût. C'est ça la grande leçon 2025. Un taux d'inoccupation plus élevé, ce n'est pas une solution miracle. Ça ne garantit rien si les fondements économiques, comme les coûts d'opération et l'incertitude des ménages, continuent de pousser les prix vers le haut. Ce qu'on observe, c'est une stabilisation statistique, mais qui est extrêmement douloureuse pour le portefeuille des locataires en place. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour l'avenir. Le rapport décrit ça comme une phase de stabilisation. Mais si cette stabilisation est déjà si difficile, quelle forme prendra la prochaine étape? Est-ce qu'on assiste à un ajustement temporaire, un mauvais moment à passer avant un véritable équilibre? Ou est-ce plutôt le début d'une nouvelle normalité, une fracture encore plus grande et permanente entre le coût du logement et le revenu des ménages à Montréal?